Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, nous partons au Sri Lanka, à Madagascar et au Cambodge. Un voyage humanitaire sur les traces des jeunes volontaires qui choisissent d'aider leurs prochains à l'autre bout du monde. Pourquoi partir pour quelques semaines ou voire plusieurs mois ou même plusieurs années? À mes côtés, Carole Pohu, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et à ce titre, vous êtes partie à deux avec une autre comédienne, Natacha, pour animer un atelier de théâtre dans un orphelinat du Secours catholique au Sri Lanka, 1 an et demi après le tsunami qui a ravagé les côtes du pays. Le théâtre en tant qu'outil humanitaire, c'est plutôt inhabituel, c'est une première. Oui, tout à fait, c'est assez inhabituel et je pense qu'on a tort parce que ça apporte au niveau psychologique et là, en l'occurrence, pour ces petites filles, c'était une manière d'exprimer des émotions, de faire surgir des émotions qu'elles n'ont pas la possibilité d'exprimer ou qu'elles gardent plutôt enfouies en elles. Et là, avec les ateliers théâtre que nous avons mis en place, Natacha, Timula et moi-même, ça a été une rencontre, un partage, partager des moments de jeu avec elles, de rire, de pleurs, et aussi dans leur quotidien, leur apporter une réflexion sur leurs conditions de vie, pourquoi elles étaient là, quel était leur parcours, d'où elles venaient. Et, Alors tout de suite, on va voir comment ça s'est déroulé en images. Regardez. Some people say it's orphanage, but we don't want to call as orphanage. And some people say it's hostel. We don't want to say it's also hostel. We like to promote this as home. This home was started in 1995. During that time, but of course that is the heart of war time, there were a lot of children who lost their parents, either their father or mother or some relatives of the family. We help them to grow in many ways: education, their behaviors, spiritual and the physical. Of course, we know they are not coming from the rich family. They don't have any facilities. இப்படி செய்து இப்படி டான்ஸு இந்த முகத்தை அறிந்து கொள்வது அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லி காட்டுறீங்க. இப்போ வேறொரு இடத்துக்கு போனோடனே அவங்க இப்படி புதுசாக வேறொரு இந்த முகத்தை நம்ம புதுசாக தானே வேறொரு இடத்துக்கு போகிறோம். அங்கே போனோடனே அவங்க இப்போ முகத்தை அறிஞ்சு கொள்வது தான் ஃபஸ்ட்டாக செய்கிறாங்க. அந்நேரம் நம்ம இங்கே செய்தது தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அந்நேரம் நம்ம செய்வோம். De très belles images, apprendre de nouvelles émotions, c'est ce que disait cette petite fille. Et elles ont joué le jeu, c'est le cas de le dire. Ah oui, complètement. En fait, c'est sûr qu'on y allait tous les jours. Donc ça a commencé par des petits jeux tout petits de présentation, etc. Et au fur et à mesure, on a instauré le théâtre avec des entrées, des sorties. Alors bien sûr, ça se passait dans le jardin, sous les palmiers. Il faisait 45 degrés. C'était assez éprouvant pour nous parce qu'il faisait très chaud.
Mais elles sont toujours en train de danser, de bouger, et puis elles ont envie de nous montrer ce qu'elles savent faire, en fait. Et quand cette petite parlait de nouvelles émotions, qu'est-ce qu'elles ont appris comme émotion? Ah bah c'était, en fait, c'était tout ce qui est poussé au paroxysme. Là, on en voit une petite partie quand on les fait rire et ensuite pleurer. Mais c'est pleurer à n'en plus pouvoir, avoir des crises de fou rire. Et ça, elles ont beaucoup apprécié. Et aussi tout le fait de leur faire jouer des scènes de leur vie quotidienne. Ce qui est revenu assez souvent, c'était l'alcoolisme, le papa qui boit, qui bat les enfants. Des choses qu'elles voient au quotidien ou qu'elles ont vues. Qu'elles vivent en dehors de l'orphelinat, avec leur famille ou les tantes, les grands-parents. Comment vous avez eu cette idée d'apporter le théâtre à ces jeunes qui vivent au Sri Lanka? En fait, ça vient de notre parcours. On a travaillé beaucoup avec Natacha avec des enfants de quartiers difficiles, dans les quartiers nord de Marseille, sur Paris, en Île-de-France, sur toutes les régions du Nord, dans des villages des fois isolés ou en banlieue parisienne. Et là, en fait, notre volonté était de poursuivre ça avec des enfants d'ailleurs. Ouvrir les frontières et aller voir quel partage on peut avoir, même si on ne parle pas la même langue. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a un échange ou pas? Et en fait, oui, ça marche, ça fonctionne et elles nous le rendent au centuple. Qu'est-ce que vous avez appris justement? C'est toute cette énergie, ça fait aussi relativiser sur ses propres problèmes, ça ouvre complètement. Il y a une ouverture d'esprit, il y a de réels échanges. Pour elles aussi, c'était une manière d'aborder le théâtre d'une façon totalement inédite quoi, en fait. C'est difficile de monter un projet humanitaire. On voit beaucoup de jeunes qui décident, qui ont des idées, qui ont des envies. Comment elles se réalisent ces envies-là? Comment vous avez réussi à monter ce projet concrètement? Ça a mis beaucoup de temps. Par le biais du Secours catholique, Oui, rappelons-le. tout à fait. En fait, le Secours catholique est arrivé en fin de parcours, si je puis dire, puisque ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on travaillait sur ce projet, à étoffer de plus en plus le dossier, à rentrer vraiment dans le détail. Et la difficulté, effectivement, ça a été de trouver des financements. Et on n'en a pas trouvé, finalement. On est parti avec notre propre... votre argent, notre propre argent, vos moyens. Ouais, nos propres moyens. Mais par contre, sur place, c'est le Secours catholique qui nous a aidés logistiquement pour tout ce qui était chauffeur, pour se rendre à l'orphelinat, et puis l'hébergement aussi, et voilà. Alors vous êtes resté 1 mois. 1 mois, c'est à la fois long dans un quotidien d'une vie parisienne ou citadine, mais ceci très court. C'est un peu frustrant peut-être de ne pas avoir un suivi plus long avec ces jeunes filles? Oui, c'est assez frustrant puisqu'au départ, on voulait... l'idée, c'était, puisque nous, on voulait leur offrir ça, mais c'est dans le but aussi que ça pérennise avec des artistes locaux, que cet atelier, il fonctionne avec des artistes locaux qui viennent dans l'orphelinat, qui proposent des activités autres, danse, chant, ou théâtre. Et là, en fait, ça s'est arrêté précipitamment parce que la guerre a repris au Sri Lanka. Un contexte très difficile. Donc, dans un contexte assez difficile et avec des jours et eux, ils appellent ça hartal, ces espèces de jours de grève où tout s'arrête, il n'y a plus de... les commerces sont fermés, les moyens de locomotion, de transport sont arrêtés aussi, donc chacun est reclus chez lui. Alors la suite de Paris, comment vous gérez maintenant ce que vous avez créé là-bas? Mais en fait, on voudrait continuer avec Caritas. Peut-être ailleurs. Pour l'instant, c'est pas possible de retourner. Et vous avez créé une association oui. Qui s'appelle Bulle d'enfants. Bulle d'enfants. Et pour l'instant, on n'a pas de site, mais il y a un téléphone, qui est le téléphone de Natacha. C'est le 06 12 26 29 35. Et cette association reprend le thème de l'épanouissement de l'enfant
par le biais de la créativité, de l'art et du théâtre et de la vidéo. C'est des ateliers théâtre-vidéo. Merci Carole. Merci On le disait, vous êtes parti un mois, mais certains volontaires partent parfois plusieurs années, comme Jérôme. Il a été envoyé dans un village cambodgien par les missions étrangères de Paris. Il est sur place depuis plus de 2 ans maintenant. À 34 ans, il a décidé de tout quitter, sa vie parisienne, pour vivre un temps fort, unique, un choix pas comme les autres. Regardez. Ce sera l'église du Cambodge pour Jérôme et pour 2 ans. À Takeo, un village perdu dans la jungle, pas un Européen à 50 km à la ronde. Les volontaires ne décident pas de leur destination. Le choix répond à leur profil et aux besoins des diocèses. Son train de vie allait bien changer, une simple paillote pour dormir et le reste du temps, une vie en communauté. À savoir les conditions qui l'attendaient, je le trouvais soudainement plus courageux. Pourtant, je savais que le pays où il atterrirait importait peu. Le tout pour lui était de partir et de se rendre utile sur place. Au départ, et durant 3 mois, il devra apprendre le khmer, langue officielle du Cambodge, étape impérative s'il veut se faire comprendre. Puis, ses objectifs premiers seront d'apprendre l'anglais et l'informatique à de jeunes lycéens, faire de l'animation spirituelle et lancer un groupe de scouts. Enfin, dans un deuxième temps, il devra accroître les ressources du village en y développant la fabrication de la soie et en assurant sa commercialisation. Est-ce que je me sens capable d'apprendre le khmer? Est-ce que je me sens capable de m'adapter à un monde tellement différent? Est-ce que mes compétences vont correspondre à l'idée que je me fais du projet? Je pars vraiment avec trop d'inconnus pour pouvoir être aussi catégorique que ça. Mais c'est une sensation plus qu'une certitude, en fait. Oh, puis j'en ai marre d'avoir des certitudes. Finalement, je veux me jeter dans quelque chose que je maîtrise pas. Je pense que ça va me faire du bien. Ma vie est trop pleine de certitudes, quoi. Quand je suis monté à Paris, voilà. Quand on est provincial, on monte à Paris. Je vois très bien mes parents me disent, ah, essayez, tu montes à Paris, tu te jettes dans la vie. J'ai pris un appartement, puis j'ai pris un appartement plus grand, et puis j'ai changé de travail parce que je gagnais pas assez d'argent, et puis ça, c'est des certitudes, quoi. C'est tracé. Et puis même sur ces chemins tout tracés, on se trompe des fois. Je me suis fiancé, et puis je me suis pas marié. Voilà. Ce qui était sûr, c'était que à mon âge, il fallait être marié, donc je me suis fiancé. Mais finalement, quand t'es pas sur la bonne voie, même que ce soit une voie de certitude ou de conformité, tu finis par aller dans le mur et à revenir à ce que t'es vraiment. C'est vraiment ce que je suis en train de recommencer. De recommencer avec l'expérience que j'ai. Oui, avec l'expérience que j'ai. C'est-à-dire que j'étais pas capable de le faire avant. Je devais pas être prêt. Voilà le témoignage de Jérôme avant son départ. Il est maintenant au Cambodge depuis plus de 2 ans. Le père Georges Collomb nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour père. Bonjour David. Vous êtes responsable du service des vocations et des jeunes aux missions étrangères de Paris. C'est-à-dire que vous recrutez en fait les candidats qui doivent partir en mission. Voilà. Alors, les vocations, ça concerne, si vous voulez, ceux qui veulent devenir prêtres. Hein. Également. Et puis, je m'occupe aussi du volontariat. Et donc, c'est à ce titre-là que Jérôme est venu nous voir. Alors, parmi ceux-ci, bien sûr, certains souhaitent devenir prêtres, ça c'est une autre chose. Mais il y a de nombreux jeunes qui viennent me voir uniquement pour leur projet de volontariat. C'était le cas de Jérôme. C'était le cas de Jérôme. Donc, et Jérôme est parti pendant 2 ans, puis il a renouvelé. Donc, il effectue sa 3e année donc, au Cambodge. Vous avez des nouvelles de Jérôme régulièrement? Ah oui, régulièrement, par email. Et puis, il est auprès de l'un de mes confrères, le père Schmidt-Osler, qui est donc en pleine brousse, dans la région de Kampot, Takeo, qui a ouvert un lycée technique, qui a ouvert aussi un centre pour le centre de la soie, qui permet aux agriculteurs, aux paysans khmer, de vivre d'autre chose que de la rivière, voyez-vous. Donc il apprend un petit peu au khmer à fabriquer la soie, quoi. Et c'est le travail de Jérôme. Jérôme, dans ce reportage, disait qu'il en avait marre de ses certitudes.
Est-ce qu'il en a trouvé de nouvelles finalement au Cambodge aujourd'hui? Je crois qu'il a trouvé au Cambodge de nouvelles questions, sans doute. Hein. Je ne suis pas certain qu'il ait trouvé de nouvelles certitudes, mais enfin, il y a quand même la certitude la plus belle qui soit, c'est la foi. Ça, c'est au nom de cette foi qu'il est parti, hein, Jérôme. Je crois qu'il est tout à fait révélateur d'un exemple d'une génération d'aujourd'hui, enfin d'une partie de la génération d'aujourd'hui, qui, Jérôme a 36 ans, je crois. Il a travaillé pendant de nombreuses années. Il avait 34 ans par 34 ans, voilà, donc il a 36. Et il a travaillé pendant de nombreuses années à Paris, je ne saurais pas vous dire combien, dans plusieurs entreprises, comme il l'a indiqué lui-même, montant à Paris, puisqu'il vient de la province, de la région d'Agen, je crois, et travaillant dans le marketing, je crois. Donc, il gagne de l'argent, il a une vie confortable. Il gagnait très bien sa vie. Il a des amis. Il avait des amis, il a raconté. Pourquoi ils partent au bout du monde, ces jeunes? Alors, finalement je crois qu'il y a un désir de se donner. Je crois que c'est la première chose. Un désir de se donner. Enfin, ceux qui s'adressent à nous, c'est tout à fait révélateur. De se donner, alors, pendant 2 ans, certains c'est pendant quelques mois, mais il y en a quand même pas mal qui partent pendant 2 ans ou pendant 1 an, et puis pendant 3 ans, un peu moins nombreux, mais quelques-uns, de se donner. De faire une expérience un petit peu de désintéressement. Et puis un goût de l'aventure aussi, hein, de découvrir un autre monde, une culture différente, de vivre dans notre église, bien sûr, la même église, mais dans un contexte complètement différent, voyez-vous. Ça, c'est important, oui. Je crois que ce sont les motivations essentielles des jeunes. Hein. Est-ce qu'on peut parler de recommencement pour ces jeunes? Ou de suite de vie? De suite de vie ou de recommencement? Oui. C'est une nouvelle vie? Oui, je crois que, c'est-à-dire que pour certains, voyez-vous, il y en a certains qui vraiment ont des certitudes, comme vous disiez. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, moi, voilà, nous sommes en 2006, hein, à la rentrée 2008, hein, je veux travailler dans telle entreprise, c'est déjà prévu, je reprendrai ma place de prof dans tel établissement scolaire. Donc c'est une parenthèse pour eux. Mais ils veulent pendant 2 ans faire cette expérience de la gratuité. Et quand on fait l'expérience de la gratuité, vous savez, on n'est pas très loin de la grâce. C'est très beau. Ils veulent faire cette expérience de la gratuité. Ils ne gagnent pas d'argent, pour ainsi dire. Hein. Ils ont une petite indemnité, mais ils font ça vraiment très généreusement. Et ils travaillent. Mais alors, si un chef d'entreprise avait des volontaires comme nous en avons, il serait le plus heureux des hommes. Ce n'est pas 35 heures qu'ils font, c'est beaucoup plus, évidemment. Parce qu'ils sont motivés, parce que ce qu'ils font leur plaît, donne sens à leur vie, vous voyez, je crois. Ça, c'est essentiel. Hein, et peu importe la destination, c'est ce qui Alors, la destination, ils ne la choisissent pas. Alors, bien sûr, on tient compte de leur désir, on tient compte de leur profil, on tient compte des besoins qui sont exprimés par nos confrères ou par des partenaires qui ne sont pas forcément nos confrères, avant de les affecter. Et alors, Jérôme, bon, il a une formation dans la gestion, dans le marketing, il était tout à fait indiqué pour un poste comme celui-ci, où il s'agit justement d'encourager des personnes à fabriquer de la soie. Alors lui, il n'était pas compétent dans le domaine technique, mais après ça, une fois que la soie est fabriquée, il faut leur apprendre à la vendre, il faut l'apprendre à la commercialiser, au Cambodge et à l'étranger. C'est le travail accompli par Jérôme. Avec une grande part d'inconnus au départ, comment vous les préparez à cette mission? Oui. On l'a vu apprendre la langue khmer. Voilà. Alors, sur le terrain, ça c'est quand ils arrivent en mission. Alors lui, il arrive au Cambodge. Il a dû passer, je pense, 2 mois au moins. À ne faire que ça. À ne faire que ça. Hein, il est à l'école de langue, il fait du khmer. Il habite à Phnom Penh avec des confrères qui lui permettent aussi le week-end de découvrir l'église, ils vont en brousse, de découvrir la société khmer, la culture khmer. Mais avant de partir au Cambodge, Jérôme a été candidat chez nous, donc à partir d'un dossier qu'il nous a envoyé, il a été recruté. Un dossier de candidature? Un dossier de candidature, où bien sûr il y a une partie qui concerne son identité, une partie son CV si vous voulez, des recommandations aussi de prêtres et de religieuses, et on vérifie en quelque sorte sa compétence dans le domaine où il va être envoyé, le domaine professionnel où il sera envoyé. On vérifie son équilibre au plan humain, au plan psychologique, au plan affectif, et puis son engagement en Église. Vous voyez, ce sont un petit peu les trois piliers, en quelque sorte, sur lesquels nous nous reposons. Vous dites non à certains candidats? Oui. Pour quelle raison? Hélas. Et parce que, si vous voulez, parfois, c'est peut-être une fuite pour certains jeunes, alors que... Une fuite en avant. Une fuite face à devant des responsabilités. Par exemple, si un jeune vient nous voir, si on s'aperçoit qu'à son retour, il aura encore plus de difficultés pour trouver du travail, on ne va pas l'encourager, on va le faire réfléchir. Hein. Pour pouvoir partir, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même avoir une certaine assurance, pas une assurance totale, mais quand même un minimum de certitude. Un équilibre affectif. Oui, un équilibre affectif. Si quelqu'un a des problèmes, si vous voulez, d'ordre psychologique ou affectif, on ne peut pas l'envoyer. Parce que les problèmes ne font que s'aggraver, vous savez, avec la distance. Hein. Quand on est en France, on a des repères auxquels on est habitué depuis sa plus tendre enfance. On a des parents, on a des amis, on a des relations professionnelles ou de diverses natures. Mais quand on est en mission, quand on est comme Jérôme, en brousse, alors on est complètement isolé. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a personne avec qui partager. Enfin, on a bien un partenaire, un confrère, par exemple, en l'occurrence, quelques amis volontaires. Mais c'est pas pareil.
Donc, si quelqu'un a des problèmes à régler avec lui-même, il ne trouvera pas quelqu'un pour dialoguer, forcément la personne ad hoc pour dialoguer avec lui. Donc il ne faut surtout pas envoyer des gens qui peuvent avoir des problèmes. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas la majorité. Alors évidemment, des volontaires qui sur le terrain, une fois arrivés sur place, vivent une expérience extraordinaire. Ils en reviennent tous transformés, sans exception. Nous avons suivi Christine, qui a été envoyée par la délégation catholique pour la coopération, la DCC, bien connue également, pendant 2 ans dans un village de Madagascar. À la fin de sa mission, quelques semaines avant de quitter l'île, elle se confiait. Regardez. On ne pourra jamais être comme les Malgaches, mais essayer un petit peu au moins de vivre avec eux. Ils sont prêts à se mettre en 4 pour nous accueillir, pour accueillir les Vaïnes. Ça, l'accueil des Vaïnes ici à Madagascar, c'est impressionnant. Impressionnant, parce que même si les gens n'ont rien ou très très peu, ils vont quand même vous donner le maximum de ce qu'ils ont. Et ça, c'est des valeurs qui restent ancrées ensuite. Et ça remet en question beaucoup de notre accueil, par exemple, en France. Est-ce qu'on est capable de tout donner pour un étranger qui arrive? Je suis Vazin, en plus je viens dans votre tanane. Et c'est à chaque fois comme si j'étais de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup. Alors en plus, c'est vrai que ça va être mon dernier parce que je rentre bientôt. La fête qu'il y a eu hier soir, toute la fête, la gentillesse de tous les habitants, en tous les cas, je repars en DAF, mais je garde tout ça dans mon cœur et on repart avec vous. Misotonare. Saya niaraka taminazy naritra sady faly. Dia nanao nareo tamin'ny nareo mbola tsy nianatra dia nareo mianatra zao inona ny tsy itovizany? Zahay tambô nianatra teo variana mirendra. Mbô tsy nianatra teo zahay variana mirendra. Ary zao sika tsy Variana milalahy. Dia zahay nianatra zao zany dia hita hoe nova be mihitsy. inona zany nampiniova taminareo? Nampinova taminay dia amin'ny fianarana. Satria tsisy le tany somana. Sabotsy tsy lady moa dia efa hoe. Cette deuxième année, je me suis vraiment sentie, je suis chez moi ici maintenant. Quand je me promène dans les rues, quand je vais au marché, on ne sent plus le regard sur le Vasa, je ne me sens plus Vasa ici. Moi, je suis toujours Vasa, mais je ne perçois plus le regard des gens sur moi en tant qu'étranger tout le temps. Je trouve qu'on est dans une ambiance où les gens sont libres. En France, tout est cadré. On ne peut pas aller de travers, prendre un chemin de traverse. Non, on doit suivre le même chemin, celui qui est vraiment établi. Et tout est vraiment de plus en plus, autant que ce soit dans l'éducation, où les lois scolaires maintenant empêchent vraiment la liberté d'action. Donc ici, c'est ça que j'adore. On est libre de faire. Et on sent les gens libres aussi. Nathalie, institutrice à Madagascar. Ici, on est libre de faire, nous dit Nathalie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très vrai ce que dit cette jeune fille. Parce que lorsqu'on est... Enfin, je ne peux pas parler de l'Afrique, mais enfin Madagascar un petit peu, parce que nous y sommes aussi. Et puis l'Asie, il y a une grande liberté qui apparemment, y compris même dans des pays où la liberté n'est pas à l'ordre du jour, hein, mais il y a une grande liberté qui est toujours inscrite dans la culture. Parce que, si vous voulez, en France, nous vivons dans un pays où cartésien, et puis nous avons une tradition quand même, nous avons des lois, des règlements, donc en ce qui concerne l'éducation nationale, puisqu'elle fait allusion à l'éducation nationale, tout est programmé, tout est prévu. Je ne pense pas qu'on puisse prendre beaucoup d'initiatives. Un instituteur... Pourtant, on a moins de moyens sur place, là-bas, à Madagascar. Mais les gens sont beaucoup plus libres dans leurs interventions, le choix d'inviter telle ou telle personne, d'inviter des volontaires, par exemple, vous voyez, un établissement français qui voudrait inviter, je ne sais pas, un lecteur étranger, je ne sais pas si c'est aussi facile que ça. En l'occurrence, c'est facile. Il y a une relative liberté et je crois que quand on est en mission, on peut développer davantage des intuitions, si vous voulez, que nous avons, que lorsqu'on est peut-être en France. Nathalie est restée 2 ans à Madagascar. Avant, j'imagine qu'elle a été également suivie par un prêtre ou quelqu'un qui a cheminé avec elle. Vous en voyez beaucoup de jeunes qui partent et ensuite qui reviennent. Et qu'est-ce qui a changé chez eux? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Ce qui a changé chez eux, si vous voulez, ce qui s'est développé, c'est le désir de s'engager, je crois. Ils ont vu
ils sont allés dans des pays parfois pauvres. C'est le cas de Madagascar, hein. C'est le cas du Cambodge, c'est le cas du Laos, c'est le cas du Vietnam, de l'Inde, hein. Mais ils ont vu dans ces pays pauvres des gens qui sont heureux. Alors je ne plaide pas ici pour la pauvreté matérielle, pas du tout. Mais je veux dire par là qu'ils vont relativiser beaucoup de choses en rentrant en France. Et ils s'apercevront que finalement en France, on est dans un pays quand même développé, hein, même s'il y a des pauvretés qui existent, on est dans des pays les plus riches du monde, et qu'on devrait quand même s'en rendre compte un petit peu, si vous voulez, et savoir, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, hein, être de temps en temps, reconnaître qu'à travers, dans cette misère-là, ou dans cette pauvreté, ou dans cette difficulté, on peut être heureux. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand je vais au Bangladesh, par exemple. C'est un pays très pauvre, les familles sont nombreuses, et je rentre sous une tente où habite toute une famille. Mais on vous accueille. Les gens sont accueillants, les gens sont joyeux, voyez-vous. Alors, vous me direz peut-être parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Et puis, on est là aussi pour le développement, donc pour les aider à sortir de cette pauvreté. Mais je crois que les jeunes découvrent ça, découvrent qu'on peut être pauvre et qu'on peut être heureux. Et ils découvrent aussi, si vous voulez, qu'on peut, dans ces pays-là, hein, on peut, nous, Européens, tout en recevant beaucoup, on peut apporter le minimum, et gratuitement. Merci, hein, Père Colomb. Ce seront les mots de la fin. Je rappelle que vous aussi, hein, donc vous êtes à la recherche de volontaires. Tout à fait. Donc je laisse un site internet, c'est le www.mepasi.org pour plus de renseignements sur le volontariat aux missions étrangères de Paris. Merci encore, Père Colomb, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde. Très bonne semaine à tous.